France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron. 5, 4, 3, 2, 1. Je voulais que mon premier déplacement hors d'Europe soit aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer le président Obama. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Ce n'est pas la dernière. Il y en aura beaucoup d'autres, et le plus longtemps possible. Mais c'était très important que je puisse réaffirmer ici l'importance que joue la relation entre la France et les États-Unis. François Hollande à la Maison-Blanche qui célèbre l'amitié franco-américaine. Les liens entre les deux pays sont au beau fixe. En 2010, 2/3 des Français déclaraient aimer les États-Unis. Il n'était qu'un tiers en 2005. Et ce soir, avec vous, Jacques Monin, on va explorer la nature de cette relation en s'intéressant au poids des lobbies, car il faut savoir que Washington a mis en place une formidable machine à influencer les élites françaises. C'est ce qu'on appelle le soft power. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Eh bien, ça passe d'abord par deux programmes qui s'apparentent un peu à une opération de charme. Vous allez voir. Le premier s'appelle les International Visitors. Il est piloté par l'ambassade des États-Unis à Paris. Et le second s'appelle les Young Leaders. Il est, lui, piloté par une association, la French American Foundation. Dans les deux cas, le principe est un peu le même. Oui, l'idée, c'est en fait de repérer des jeunes dont on se dit qu'ils seront les élites françaises de demain. En développant l'analyse suivante, puisqu'ils auront le pouvoir, eh bien, autant nouer des relations très en amont avec eux. À partir de ce postulat, chaque année, les États-Unis sélectionnent une vingtaine de personnes qu'ils invitent à venir séjourner dans leur pays. Pour Pierre Servan-Schreiber, qui est avocat au barreau de New York, les Américains font ainsi en quelque sorte un investissement. Ils vont chercher les gens qui peuvent avoir une influence un jour par leur réussite. En général, c'est leur réussite professionnelle, etc. Donc, c'est une volonté absolument délibérée on voudrait bien vous connaître, d'abord parce que ça peut être intéressant pour nous les États-Unis de voir qui vont être les opinion leaders de demain en France, qui vont être les gens qui vont être dans des positions dans lesquelles ils seront à même de prendre des décisions, parce que à ce moment-là, ce sera intéressant de leur rappeler notre passé commun, qu'on a fait connaissance, qu'on est copains, et de faire passer des messages. Faire passer des messages, mais comment concrètement les États-Unis procèdent ? Alors tout ça est assez subtil, on va en fait essayer de vous faire découvrir, et donc on espère vous faire aimer les États-Unis à travers toutes sortes de rencontres, que ce soit au sommet de l'État, à Washington ou bien chez l'habitant. Tout ça a été très bien pensé, remarque Pascal Dupérat, le président du cercle Jefferson, qui est une amicale des anciens de ce programme. C'est-à-dire que la grande idée, c'est pas de dire on identifie quelqu'un et on parie sur lui pour, entre guillemets, le manipuler. C'est pas ça. C'est pas un programme de propagande au sens on va vous faire visiter le paradis américain. C'est sur le sujet que vous avez choisi d'aborder. Vous allez voir comment les États-Unis traitent le sujet. Il s'appuie après sur un réseau de 40 à 50 000 bénévoles américains qui vous accueillent. Et en fait, donc ça crée tout d'un coup une rencontre non seulement avec les institutions de gouvernement américain, mais ça c'est vraiment la petite partie du programme, mais surtout avec la population américaine. Et avec cette idée très intelligente, ça dépend comment on veut voir le truc, c'est que vous avez plus de difficultés à aller en guerre avec des gens avec qui vous avez déjeuné au dîner. Et oui, ça paraît simple, mais c'est efficace et il y a une vraie réflexion stratégique derrière. Quelles sont, Jacques, les personnalités ciblées par ces programmes ? Alors on ratisse large, on cible aussi bien des jeunes loups de la politique, des énarques, que des militaires ou des futurs grands chefs d'entreprise. Cette année, par exemple, vous avez Frédéric Mazzella, qui est le fondateur et PDG de Blablacar, Alexis Morel, le directeur de la stratégie de Thales, mais il y a aussi des journalistes. Le directeur de la rédaction de Libération, Laurent Geoffrin, par exemple, a été invité par la French American Foundation dans les années 80 et il nous raconte comment ça s'est passé. Vous avez la moitié de participants américains et la moitié de participants français, qui sont des gens de banques, d'entreprises ou d'universités ou de journalisme, pour mon cas. Et en face, c'est pareil. Donc, vous avez en face des futurs responsables américains dont la fondation estime qu'ils vont prendre des responsabilités un jour. Un jour, il y a eu Robert Zoellick, qui est devenu le président de la Banque mondiale après. Et puis, il y avait des militaires aussi. Alors, on parlait comme ça des États-Unis et de la politique américaine. Alors, dans un des voyages, il y avait un jeune gouverneur
de l'Arkansas qui s'appelait Bill Clinton. Bill Clinton, effectivement, les Américains ont plutôt du flair. Et l'idée, c'est de détecter les futurs dirigeants bien avant, Jacques Monin, qu'ils n'accèdent au pouvoir. Il suffit de prendre quelques noms pour s'en rendre compte. Alain Juppé, François Fillon, Lionel Jospin, Pierre Moscovici ont fait partie de ces programmes. Idem pour Marisol Touraine, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem, Anne Lauvergeon, NKM et beaucoup d'autres. Sans compter les actuels ou anciens présidents de la République. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et même Nicolas Sarkozy y sont passés. Et le cas Sarkozy est d'ailleurs très intéressant. Il a lui été invité à New York en 1984. Or, vous vous souvenez qu'il a ensuite imaginé de supprimer le juge d'instruction, un juge qui n'existe pas aux États-Unis. Et il a même rebaptisé son parti Les Républicains, un peu comme le parti de George Bush. Bref, pour Pascal Dupeyrat, ce séjour a de toute évidence marqué sa carrière politique. Le programme dure 3 semaines, il l'a fait en 10 jours, avec une sorte d'explication. Ce que les autres ont fait en 3 semaines, je peux le faire en 10 jours. Et on est en 84, il le fait sur 2 sujets, communication et police. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, visiblement, en 84, identifie les 2 sujets et dit qu'est-ce que je peux apprendre. Et c'est là où il est allé à New York, puisque New York, à l'époque, était en situation extrêmement dégradée. Donc c'est comment on reconquiert un territoire urbain, et notamment la tolérance zéro sur des choses comme ça. Et puis vous avez toute la question des médias. On est en 84, il y a 3 chaînes en France, enfin 4 chaînes avec Canal+. Et vous allez avoir toute la libéralisation du secteur de l'audiovisuel dans les années qui suivent. Et on se rend compte qu'ensuite, il sera ministre de l'Intérieur et qu'il érigera la communication en méthode politique. Il a même été ministre de la Communication sous le Balladur. Oui, plutôt parlant cet exemple avec Nicolas Sarkozy. Mais comment font les Américains pour être aussi efficaces dans le choix de leur cible ? Eh bien, ils nous observent tout simplement. Écoutez Ezra Suleiman, qui enseigne à l'université de Princeton et qui, pendant plusieurs années, a été chargé d'identifier ces futures élites. À l'en croire, cette sélection est assez simple à faire. Je dois avouer, je n'ai pas de mérite spécial, encore que les gens disent « mais comment vous avez fait pour choisir X, Y, etc. » Pour la France, ce n'était pas difficile. Même il y a 25-30 ans, vous savez que Juppé allait jouer un rôle. D'ailleurs, de tous les gens qu'on a choisis, je pense qu'il y en avait 1 ou 2 max, qui ont complètement disparu de la scène. Presque 100% de réussite, bravo pour la sélection. Cela dit, Jacques Monin, envoyer tout ce beau monde en immersion aux États-Unis, ça doit coûter beaucoup d'argent, non ? Oui, un voyage de 3 semaines pour une promotion, ça coûte quand même autour de $100 000. Et alors, qui finance ces séjours ? Alors, un de ces programmes est financé par le département d'État américain. Là, c'est une dépense stratégique. On considère que c'est nécessaire pour maintenir l'influence des États-Unis en Europe. Quant à l'autre programme, celui de la French American Foundation, il est lui alimenté par des sponsors privés. Et pour recueillir des fonds, chaque année, l'association organise un grand gala auquel on se bouscule à Paris. Il est bon ton d'entretenir de bonnes relations avec les élites américaines. On espère aussi sans doute secrètement décrocher des marchés. Bref, l'affluence ces soirs-là est spectaculaire, remarque le professeur Suleiman. 600 personnes qui viennent, qui achètent des places, des entreprises qui achètent des tables. Ça recueille de l'argent. Vous trouvez toutes sortes des hommes d'affaires qui n'ont rien à voir, peut-être qui ne travaillent même pas avec les États-Unis, mais c'est bien d'y être. Peut-être ils vont travailler avec les États-Unis, etc. On vient donc soigner ses relations et verser son obol. Mais qui trouve-t-on parmi ces donateurs ? Alors vous avez toutes sortes de grands groupes dont on imagine facilement les motivations. Vous avez par exemple les géants du luxe, LVMH, L'Oréal, Dom Pérignon, le grand chef Alain Ducasse, pour qui les États-Unis c'est un marché important. Et vous avez aussi des groupes comme Bolloré, Axas, Natixis, Air France. Ça c'était pour le côté français. Et côté américain ? On peut citer les 2 géants de l'informatique par exemple, qui sont notamment IBM et évidemment Google. Alors, autre aspect de la stratégie d'influence mise en place par le gouvernement américain, plus surprenant d'ailleurs, son ambassade est aussi très active dans les banlieues françaises. Oui, depuis le début des années 2000, elle a mis en place un programme comparable à ceux d'ailleurs dont on vient de parler, mais qui s'appelle lui les jeunes ambassadeurs. Seulement, à la différence des autres, il s'adresse exclusivement à des jeunes issus de l'immigration. Alors pour faire simple, il a démarré alors que les États-Unis entraient en guerre en Irak et alors qu'il leur fallait tout faire pour montrer qu'ils n'étaient pas les ennemis des musulmans. C'est ce que nous explique le sociologue Vincent Gesser. Ce qui a motivé les États-Unis, c'est la gestion du post-11 septembre, mais en même temps, la situation française, les affaires de voile, etc., qui fait que les États-Unis
ont voulu se poser, je ne dis pas qu'ils l'ont réussi, un peu en protecteurs des musulmans français. Nous, on aime les musulmans, d'autant plus qu'ils participent avec nous au combat pour la démocratie et à la lutte contre le terrorisme, et on les protège même face à leurs propres autorités, quand ces autorités ont l'air de les discriminer. Donc c'est dans ce contexte post-11 septembre, de volonté de redorer leur image auprès des musulmans du monde entier, que les États-Unis ont ciblé ces populations-là. One network. I've never seen anything like this. Trust CNN. It's essential. Now to an international story that developed overnight in France. Riots erupted in a Paris suburb. Et puis, en 2005, arrive la révolte des banlieues en France, et ça, c'est un choc pour les Américains. Oui, les images sur CNN sont terribles, on s'en souvient, et ça les renforce dans leur analyse. Ils considèrent que l'État français a failli en termes d'intégration, et ça les inquiète parce que la France, c'est une zone stratégique qui sert de tampon quelque part entre l'Est et le Sud, traditionnellement plus hostiles aux États-Unis. Donc ils se disent, si la France ne fait pas le boulot, eh bien nous, on va le faire nous-mêmes. Et les Américains vont donc arriver dans les banlieues françaises, autour de Paris, mais pas simplement, hein, Jacques Monin. Non, ils vont aussi investir Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Toulouse. Écoutez Zara Boutlélis, elle est étudiante, elle habite Goussainville dans le Val d'Oise. Elle a été invitée aux États-Unis l'année dernière, et voilà comment on lui a présenté le programme. La première raison qu'on nous avance, c'est qu'on va essayer de découvrir l'Amérique au-delà des stéréotypes que nous, on peut avoir ici en France. Et c'est ce qu'on voit aussi à la formation préalable. En fait, on donne tous les préjugés qu'on a sur les États-Unis, et au retour, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de préjugés qui ne sont plus là. On a une vision différente. Et puis, on a une association donc des anciens jeunes ambassadeurs qui est très active, ce qui fait un énorme réseau. C'est quelque chose qui reste après sur le long terme. Un énorme réseau, dit cette jeune femme, que les États-Unis ne cessent d'entretenir. Oui, l'ambassade et les consulats s'appuient aussi sur un tissu associatif qui organise régulièrement des formations, des rencontres sportives ou culturelles pour ces jeunes. Bref, l'oncle Sam ne les lâche pas. On cultive en quelque sorte son investissement. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir que ces jeunes ambassadeurs, eh bien, ils obtiennent des résultats plutôt spectaculaires. Oui, alors ne nous y trompons pas, l'ambassade recrute des jeunes très brillants qui auraient peut-être réussi même sans ces programmes, mais il est vrai que leur taux de réussite est assez éloquent. Écoutez Jennifer Rassami-Manana, la conseillère culturelle de l'ambassade des États-Unis à Paris. Un des premiers jeunes ambassadeurs, je pense qu'il faisait partie de la première promotion, termine maintenant sa formation d'astronaute. Donc, nous en sommes très fiers. 98% de ces jeunes ont fait des études supérieures, donc un tiers qui ont été à des grandes écoles. Et il y en a beaucoup parmi ces jeunes qui sont les premiers dans leur famille à faire des études secondaires. Bien sûr, on voudrait que les gens nous comprennent et on est convaincus que quand ils nous connaissent et ils nous comprennent, ils nous découvrent, ils finissent par nous aimer. Ils finissent par nous aimer. Bon, belle déclaration. Cela dit, Jacques, l'amour, ça n'explique pas tout. Bien sûr que non, la guerre en Irak est terminée. Et l'analyse qui prime aujourd'hui, c'est surtout en fait de se dire que cette jeunesse qui est issue de l'immigration, c'est celle qui sera aux commandes de la France de demain. Et donc, c'est de celle-là qu'il faut se faire aimer. Et c'est vrai que ça fonctionne. Écoutez par exemple Majid El Jaroudi, il dirige lui l'ADIV, c'est une agence qui aide les PME françaises à trouver des marchés dans les quartiers prioritaires. Il a lui-même été invité à la Maison-Blanche et il est bluffé par ce que font les Américains. Ils font quelque chose qui est très simple à faire, que nos élus et nos responsables politiques pourraient faire, c'est aller sur le terrain, se faire connaître. On les connaît, les acteurs qui se bougent. Il se trouve que nos dirigeants, malheureusement, sont souvent issus des mêmes formations. Ils ont souvent fini leurs études, rentré dans un cabinet ministériel. On n'a pas le temps d'aller sur le terrain. Les Américains, eux, ils ont des personnels, du staff qui est missionné, qui fait ça, qui va sur le terrain, qui va rencontrer les acteurs et puis qui va soutenir des initiatives. Alors c'est très surprenant que ce soit l'ambassade des États-Unis qui le fasse, mais d'une manière générale, c'est plutôt très positif la première puissance économique mondiale, quasiment, s'intéresse à ces acteurs-là qui sont les futurs leaders de notre pays. Et j'ajoute que ce n'est pas une banque française qui finance l'agence de Majid El Jaroudi, mais une banque américaine, en l'occurrence JP Morgan. Voilà donc comment le soft power fonctionne à travers ces différents programmes auprès des élites comme dans les quartiers populaires. Mais l'influence américaine passe aussi par d'autres canaux
et notamment celui des grands cabinets d'avocats d'affaires. Alors dans ce domaine, on a assisté à la mise en place d'un réseau d'une puissance formidable. En 30 ans, Paris est devenu la première place en Europe pour les grands cabinets d'avocats d'affaires américains. On en trouve 8 parmi les 10 plus gros de la capitale et il y a plus de cabinets en fait américains à Paris qu'à Londres. Mais cette domination, qui ne concerne d'ailleurs pas que les avocats, n'est pas arrivée par hasard. Là encore, c'est le résultat d'un processus très maîtrisé, explique l'avocat d'affaires Pierre Servan-Schreiber. Les structures américaines, dans le sillage du plan Marshall, s'installent dans les années 50-60 en France avec des toutes petites structures qui sont parfois guère plus qu'un bureau de représentation. Et ils regardent le marché, ils regardent où sont les clients possibles, où sont les marchés possibles et où sont les personnes qui pourraient être intéressantes pour elles. Et petit à petit, ils vont se développer à partir de là. Vous regardez aujourd'hui, il reste quelques structures purement, j'allais dire, nationales. Dans la banque d'affaires, c'est Rothschild et Lazard. Dans les cabinets d'avocats d'affaires, il y en a d'autres. Et puis, la grosse majorité du volume et de la valeur des transactions qui sont faites par ces sociétés-là le sont par des sociétés dont le centre de décision est aux États-Unis, mais dont les acteurs sont français, des gens comme moi. Les grands cabinets américains embauchent donc des Français et là aussi, le recrutement ne doit rien au hasard. Ce qui les intéresse, c'est bien sûr de faire des affaires, mais aussi du lobbying pour le compte de leurs clients. Et pour cela, il leur faut créer des réseaux qui aient leurs entrées dans les plus hautes sphères de l'État. C'est pour ça qu'ils vont débaucher en fait dans les milieux politiques où on a en général des carnets d'adresses très fournis. Écoutez Étienne Drouard, lui-même est avocat d'affaires et il a vu comment les sociétés américaines recrutent à la sortie des cabinets ministériels français. On va se fournir à la sortie des ministères. Parce que ces carrières sont courtes lorsqu'on est un jeune énarque, polytechnicien, ingénieur des ponts. Quand on a fait les 4, 5, 6 ans de prestige dans un cabinet, aux échéances électorales qui sont les nôtres, tous les 5 ans, et qu'on en sort, il faut bien se trouver un job. On n'a pas envie de passer une carrière rémunérée dans les grilles de la fonction publique. Et c'est là qu'on peut devenir très intéressant pour un groupement économique qui pourra mettre les moyens d'acheter un carnet d'adresses. Et c'est ça le soft power. Ça se passe dans absolument tous les cabinets. Et ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Quand vous savez que vous avez une chance d'atterrir dans un grand cabinet qui vous payera peut-être 10 fois votre salaire, on peut comprendre que vous soyez réceptif aux arguments qui sont avancés par votre potentiel futur employeur. Alors, il n'y a pas que les cabinets d'avocats. Les Américains, en réalité, embauchent des personnalités influentes dans tous les secteurs. Oui, prenez la banque. David Azema, qui dirigeait l'agence des participations de l'État, donc les investissements français dans les entreprises dites stratégiques, il a rejoint Merrill Lynch, qui est une filiale de la Bank of America. Prenez le milieu des entreprises. Clara Guémard, qui a été directrice de cabinet ministériel et puis ambassadrice, a rejoint General Electric. Dans tous ces cas, on cherche effectivement une compétence, mais aussi une capacité d'influence. Bon, alors on a bien compris comment cette stratégie d'influence se développe, mais la question, Jacques Monin, c'est de savoir si c'est efficace. Bref, est-ce que cela a des conséquences sur les décisions politiques prises en France ? Bon, alors c'est vrai que par nature, le soft power, c'est évidemment difficilement quantifiable. Mais on peut quand même donner quelques exemples. D'abord, l'omniprésence des cabinets américains a peu à peu imposé l'anglais dans les contrats, y compris d'ailleurs devant l'AMF, l'autorité des marchés financiers française. Les normes juridiques américaines sont maintenant, elles, prépondérantes devant les juridictions d'arbitrage, par exemple. Mais au-delà, c'est toute une vision de la société qui ferait son chemin. C'est ce que pense Claude Revel, l'ex-patronne de la délégation à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Elle a écrit un essai, La France, un pays sous influence, et elle estime que le soft power, ça se traduit déjà très concrètement. On a de plus en plus de propositions qui parfois aboutissent de législations qui sont directement dérivées des États-Unis, par exemple le plea bargaining, le plaider coupable. On a donc une influence juridique déjà en matière de droit, et le droit c'est très important puisque c'est quand même le cadre des affaires, c'est l'infrastructure des affaires. Bon. Je donne un autre exemple, l'idée d'ouverture des données. Ça devient le mantra, ça devient l'idéologie. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Bon. Eh bien, les Américains, les consultants américains qui développent ces idées-là, aux États-Unis, ils le font de manière très maîtrisée. Nous, on a un vrai problème de porosité intellectuelle, si vous voulez, parce qu'on n'a pas assez théorisé ces armes économiques comme l'ont fait nos concurrents américains. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'évidemment, derrière tout ça, derrière cette influence, il y a des enjeux énormes. On ne fait pas du lobbying pour rien. L'ouverture des données, par exemple, dont vient de nous parler Claude Revel, c'est un gigantesque marché potentiel pour Google qui pourra en faire commerce. Google a donc tout intérêt à pousser pour une libéralisation totale du secteur.
Le soft power, on l'a compris, c'est avant tout une arme économique et c'est d'ailleurs pour ça que cette notion fait école dans d'autres pays. Oui, les Chinois payent maintenant à prix d'or des chercheurs français pour qu'ils viennent travailler chez eux. Ces 10 dernières années, d'ailleurs, la Chine a ouvert 300 instituts linguistiques dans le monde pour étendre son influence. Les Brésiliens aussi mettent en place des programmes de soft power. Et là, le paradoxe, c'est que nous imitons les Américains dans la plupart des domaines, mais pas dans celui-là. L'ENA donne bien des cours de soft power aux étrangers, mais pas aux étudiants français. Tout se passe un peu dans la tête en fait de nos dirigeants, comme si notre histoire, notre culture, la haute couture, nos parfums suffisaient encore à faire rayonner l'image de notre pays. Bon, vu ce qu'on vient d'entendre, on peut quand même en douter. Le 24 juin 2015, Jean-Luc Mélenchon abordait le problème de l'impérialisme américain. Bon, l'espionnage nord-américain est une affaire très grave, de bien des manières. Je suis persuadé que beaucoup de responsables n'ont qu'une hâte, c'est qu'on parle d'autre chose. Ça fait d'ailleurs un moment, parce que les télégrammes mis à jour par Assange, depuis maintenant tantôt plus de 2 ans et demi, étaient pour une part d'entre eux déjà connus. Et ils attestaient de l'importance, la puissance, la profondeur, l'universalité de l'espionnage nord-américain. Et dans le contenu de ce qu'on pouvait lire, on voyait l'arrogance. Les États-Unis ne sont pas nos amis. C'est une puissance impériale qui n'a pas d'amis, qui n'a que des intérêts, et au service de ses intérêts, elle est prête à tout. Cette intervention était très attendue et a été très appréciée par l'électorat de gauche. Et Mélenchon ne s'est pas arrêté là. Devant les preuves fournies par Julian Assange, il a abordé des thèmes qui, il y a quelques années, étaient encore assimilés au complotisme. Je crois qu'un certain nombre de personnes dans ce pays ont une responsabilité personnelle face aux États-Unis d'Amérique. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de participer au programme Young Leaders de la French American Foundation, qui est, vous savez, l'espèce d'agence d'influence articulée par la CIA et les autres officines de sécurité nord-américaines. Il y a des gens qui ont accepté et qui participent encore aux travaux de cette fondation. Ils doivent, à titre personnel, puisqu'ils ont accepté de travailler avec cette fondation, exprimer publiquement leur désapprobation de ces méthodes et mettre à distance ceux qui les pratiquent. Naturellement, François Hollande, ça va de soi, qui a été Young Leader en 1996, mais aussi M. Emmanuel Macron, Mme Marisol Touraine, Mme Najat Vallaud-Belkacem, M. Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, et Pierre Moscovici, commissaire européen. Cela est vrai dans les autres partis, bien sûr. On peut évoquer la participation personnelle d'Alain Juppé à cette fondation. Mais je m'intéresse à ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui et s'ils venaient à manquer à la clarté, pourraient donner l'impression qu'après tout, ils sont prêts, du fait de leurs vieilles amitiés, leurs vieux liens, à tout pardonner. Jean-Luc Mélenchon semble bien connaître cette French American Foundation et il ne manque pas de véhémence en l'associant à la CIA. Pourtant, il oublie un nom parmi tous ceux qu'il a cités et pas des moindres. En effet, on peut voir sur le site même de la French American Foundation, que Mélenchon ne doit pas ignorer, que depuis l'année 2000, Arnaud Montebourg est membre de cette association. Il évoquera d'ailleurs ses bonnes relations américaines sur le plateau de BFM TV devant Jean-Jacques Bourdin. J'ai créé les primaires quand j'étais secrétaire du Parti Socialiste chargé de la rénovation. On a inventé ces primaires. On est même allé en stage voir l'équipe de M. Obama à l'époque. C'était en 2009. Oui. Bon. Les leaders, certains évidemment, qui vont faire mouvement. Imaginez-vous que je gouverne le pays. Vous croyez que je vais laisser de côté quelqu'un comme Montebourg? Vous croyez pas qu'il peut m'aider, celui-là? Il avait déjà les dossiers avant, il sait ce que c'est. Que le besoin de nationaliser certaines entreprises. Donc je vais avoir besoin de lui. C'est moi qui irai le voir. Finalement, moi je suis en faveur, par exemple, que les candidats présentent leur casier judiciaire. La loi prévoit que les candidats doivent déclarer leur patrimoine. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est le patrimoine d'un élu, notamment d'un président de la République, pour voir au bout de 5 ans s'il s'est enrichi, s'il a profité de ses fonctions pour s'enrichir. Mais finalement, ça n'est pas illégitime dans la mesure où un peuple remet son destin quand même dans un dirigeant. Ça n'est pas illégitime qu'il sache il est normal qu'il sache par quelle école il est passé, quelle grande école ou autre. C'est pas illégitime qu'il sache à quel réseau il peut appartenir.
Il y avait eu dans le journal Le Monde, il y a 1 an et demi, 2 ans, un article sur le sujet qui expliquait qu'au gouvernement français, il y avait plus de young leaders de la French American Foundation que d'anciens élèves de l'ENA. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que la French American Foundation a été créée par un accord entre Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford dans les années 76 par là, et qu'elle consiste à aller sélectionner 5, 6, 7 personnes en France et aux États-Unis, mais en France en particulier, qui sont sélectionnés parmi des gens ayant entre 30 et 35 ans, des hauts fonctionnaires, des journalistes, essentiellement ça, des jeunes chefs d'entreprise. Et puis, ils vont pendant 1 mois et demi, 2 mois aux États-Unis, tout frais payé par la princesse américaine. Puis après, ils reviennent. Et puis, ils ont régulièrement des échanges, des déjeuners, des dîners, etc. Ça entretient. C'est un réseau d'influence. Voilà, ça a été conçu comme tel. Et d'ailleurs, c'était John Negroponte qui était dans les années 70-80 à la tête de ce truc-là. C'est un Américain qui avait des liens avérés, je crois qu'il était directeur adjoint de la CIA. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Ben, c'est intéressant de savoir si on appartient ou non à la French American Foundation. Voilà, actuellement, vous avez des gens, tout le monde les connaît, mais je crois François Hollande le premier, M. Montebourg, Mme Kosciusko-Morizet, M. Dupont-Aignan, même s'il a demandé d'être radié de ce truc, il en a fait partie, etc., etc. Vous avez M. Colombani, je crois, du journal Le Monde. Ce sont des gens qui appartiennent à ce réseau qui a été conçu d'emblée. Et je n'invente pas, c'est pas du complotisme, du conspirationnisme. Vous avez toutes les fiches partout, renseignez-vous pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça a été conçu d'emblée comme un vecteur d'influence par les services américains. Donc, comme par hasard, M. Macron, c'est un young leader de la French American Foundation, comme par hasard, ces gens voient miraculeusement s'ouvrir devant eux les portes des grands médias. Voilà. Eh bien, je ne suis pas membre je ne suis pas young leader de la French American Foundation. C'est d'ailleurs pas seulement réservé à la France. Par exemple, il y a une Italian American Foundation. Eh bien, la commissaire européenne, Mme Federica Mogherini, commissaire européenne de nationalité italienne, qui est la commissaire responsable, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle a succédé à la baronne travailliste Lady Ashton of Upperland. Et bien, Federica Mogherini, qui est la commissaire européenne italienne, ministre des Affaires étrangères de l'UE, elle est membre de l'Italian American Foundation, qui est l'équivalent américano-italien de la French American française franco-italienne. De même d'ailleurs que M. Moscovici, notre commissaire européen, est un young leader de la French American Foundation. Voilà. Donc moi je considère que finalement, puisqu'on demande le patrimoine, puisqu'on s'intéresse aux parents, puisqu'on s'intéresse aux enfants du candidat, à son conjoint. Parfois, le conjoint prend une place considérable dans la campagne électorale, ce qui ne sera pas mon cas, puisque ma femme souhaite garder sa vie et ne pas être la femme d'eux. Elle a tout à fait le droit. Eh bien, puisqu'on s'intéresse à des détails de la vie privée, je pense que ce serait très intéressant aussi de savoir quels sont les réseaux d'influence ou d'amitié auxquels appartient celui qui quand même va être responsable de l'avenir de notre nation.